BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. L'invité, je vous le disais dans ce sommaire, Alexis Karklins, marché associé du cabinet de conseil Eight Advisory. Rebonjour. Il reste 100 jours pour une campagne étrange de l'aveu même de Joe Biden. Le démocrate, un temps challenger, désormais favori. Il distance de 8 points en moyenne selon les récents sondages. Donald Trump, on est vraiment dans une moyenne. Et puis, c'est à la louche car il faudrait se pencher sur les États clés, sur les grands électeurs. C'est le système américain. Le coronavirus a complètement, Alexis, rebattu les cartes. Donald Trump rêvait d'une économie solide. En fait, c'était le meilleur argument, la meilleure arme. Il reste tout à faire après une gestion de crise chaotique, mais il y a eu un revirement dans cette dernière ligne droite. Oui, et c'est intéressant parce que on se pose la question de savoir si Trump peut encore gagner l'élection. Est-ce qu'il va changer de positionnement ? On se rappelle, en 2016, il est élu contre Hillary Clinton sur une promesse. Je suis anti-establishment, je suis contre ces démocrates traditionnels. Je vais apporter l'ordre, je vais apporter le respect de la loi, je vais redresser l'économie américaine et au fond, je vais faire en sorte que ce pays marche à nouveau. Or, on voit, la crise du coronavirus, vous l'avez évoqué, a complètement changé la donne. En quelques mois, on a un président qui se caractérise par une gestion qui est qualifiée de chaotique. Et on le voit, il y a la moitié des cas dans le monde aujourd'hui recensés qui sont aux États-Unis, avec en plus une économie qui, de fait, a beaucoup déraillé. On a aujourd'hui 11% de chômeurs. 16 millions d'Américains sont aujourd'hui au chômage. Donc, tous les arguments qu'il avait imaginés pour, au fond, présenter un bilan... Le bonhomme, on le connaît, il est extrêmement critiqué, il est extrêmement critiquable sans doute aussi, mais au moins il pouvait se prévaloir d'un bon bilan économique. Sur un bilan. Aujourd'hui, on le voit avec les manifestations, il y a beaucoup de villes où il y a encore des émeutes, on voit une économie qui déraille, on voit une gestion de la crise du Covid qui est totalement chaotique. Il est certain que ça se voit dans les sondages, on voit vraiment la différence maintenant est importante. On va rester prudent. On n'est pas à l'abri d'un nouveau revirement. On n'est pas à l'abri d'un nouveau revirement. Et c'est vrai que son positionnement sur les masques, où depuis une semaine, en tout cas sur ce sujet-là, il a changé son discours. On peut l'interpréter aussi comme la reconnaissance d'erreurs qui ont pu être faites et puis la volonté peut-être de donner un statut un peu plus présidentiable, même s'il reste Donald Trump. Oui, c'est ça, parce que finalement l'histoire du masque est assez symptomatique. C'est l'illustration même de cette évolution et de ce revirement. Au départ, pas besoin de l'utiliser, on ne s'en sert pas, surtout pas lui. Et finalement, c'est devenu même un geste patriotique. Il y a eu toute une rhétorique qui a évolué. Alors cette rhétorique, elle est caractéristique de Trump puisque tout est ramené à Amérique, Amérique, Amérique. Vous connaissez bien sûr son slogan Make America Great Again. Là maintenant, ça va être Keep America Great. Donc c'est toujours amener ça des éléments patriotiques. La réalité, c'est que pour le compte, beaucoup d'Américains ne sont pas dupes. Ils se rappellent qu'en quelques mois, on a vu un président qui au début disait cette crise, d'abord, bon, c'est toujours le virus chinois, mais cette crise vient de Chine, ça ne nous touchera pas. C'est maintenant les Européens, nous ne sommes pas concernés. C'est un canular des démocrates. Le masque, oulala, il faut le prendre avec beaucoup de distance. Il avait même lui-même en filigrane critiqué tous ses conseillers sur la santé à un moment ou un autre, fait quelques conférences de presse où il sortait complètement de la route. Bref, il y a eu vraiment une gestion objectivement assez chaotique. Aujourd'hui, ça se voit dans les sondages. Vous avez cité un sondage, alors c'est au niveau national et vous avez raison de le rappeler, le national ne veut rien dire aux États-Unis. C'est une tendance. C'est une tendance. Objectivement, aujourd'hui, Biden a une très grande avance sur Trump, beaucoup plus que l'avance de Clinton à la même époque, 100 jours avant l'élection 2016. Clinton était un petit peu en avance, mais pas du même ordre de grandeur. Là, il a vraiment beaucoup d'avance, Biden. C'est rattrapable, oui, probablement. On peut y revenir, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a en face de Trump un candidat qui a 78 ans. Il aura 78 ans en novembre. Oui, c'est ça, c'est un duel de septuagénaires aussi. Ça joue. Voilà, il n'y a pas d'enthousiasme autour de la candidature de Biden, qui était presque un candidat par défaut, qui a fait une primaire très mal commencée, qui a eu quelques moments vraiment assez forts pendant au début du mois de mars et qui ont complètement remis en scène. Donc il a gagné cette primaire, il est le candidat, il n'y a aucun enthousiasme très concrètement. Il aura donc 78 ans le 20 novembre. Vous voyez que c'est effectivement, ça serait le président le plus âgé de l'histoire américaine qui rentrera à la Maison-Blanche et le gagner. Et de toute façon, ça va se jouer dans quelques États. Et c'est ça peut-être l'élément le plus important. Les fameux États clés dans cette élection. Les fameux États clés. Alors là, quand on regarde quand même au niveau des sondages, c'est vrai que c'est pas très favorable non plus pour Trump. Oui, même dans des États où en 2016, finalement, ça jouait totalement en la faveur de Donald Trump. Il y a des États comme aujourd'hui, comme la Floride, comme l'Arizona. Mais particulièrement touchés par le Covid. Très touchés par le Covid, qui sont deux États qui ont
Alors la Floride, c'est plutôt mitigé, mais l'Arizona est un État qui vote républicain depuis très longtemps. Aujourd'hui, Biden est en tête, et puis nettement en tête dans les derniers sondages en Arizona. Les 3 États qui ont fait basculer l'élection en 2016, ceux qui ont donné le quota de grands électeurs pour que Trump rentre à la Maison-Blanche. Alors que, rappelez-vous, il a perdu l'élection en termes de voix. Il avait 63 millions de voix, Clinton en avait 66. Mais il a gagné 3 États qui ont fait basculer l'élection et le collège des grands électeurs. La Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan. 3 États du Middle West où il avait gagné au total cumulé, 78 000 voix en cumulé sur ces 3 États. Donc c'est-à-dire rien pour un pays qui fait 325 millions d'habitants. Aujourd'hui, ces 3 États donnent Biden très très en avance. Donc quand on regarde la carte des différents États, que ce soit au niveau national, mais encore plus important au niveau des États, c'est vrai que la donne est compliquée pour Trump. Maintenant, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Il faut savoir que Biden, on le surnomme Monsieur Gaffe. Il a fait un centre de gaffe. Il est fatigué. C'est un homme qui a l'âge de ses artères. Et donc, oui, puis pour le moment, ça rassemble un vote contre Donald Trump, plutôt qu'un vote véritablement, potentiellement une candidature d'adhésion. Et Trump l'a très bien compris, puisqu'il commence maintenant à faire peur à ses électeurs, j'allais dire les électeurs qu'il a eu en 2016, qui avaient un peu voté pour lui, encore une fois, contre Clinton. Et il leur dit, mais attention, qu'est-ce que vous voulez voir ? Vous voulez voir Biden, mais Biden et son équipe qu'il appelle le radical left, la gauche radicale. Donc il clive à nouveau en disant attention, si vous élisez les démocrates, vous aurez la gauche socialiste, la gauche radicale, alors que Biden, historiquement, était plutôt sur un positionnement assez centriste. On se souvient, c'était le vice-président d'Obama. Donc voilà, un positionnement plutôt au milieu de l'échiquier. De toute façon, cliver, c'est la meilleure arme et c'est le point de bataille, bien évidemment, de Donald Trump. Il y a aussi cette capacité, peut-être, c'est dans le revirement de cette capacité de faire un semblant de mea culpa, mais de prévenir, de mettre en garde. Quand il dit la situation va empirer avant de s'améliorer. Là, il anticipe aussi une économie peut-être qui sortirait plus forte. Ensuite, un nouveau plan de relance est attendu. Là, le quoi qu'il en coûte à l'échelle américaine, les 1 000 milliards de dollars sur la table. Et puis, Larry Kudlow, qui ce week-end a précisé qu'on attendait, malgré une reprise poussive, 20%, un taux de croissance de 20% pour les 3e et les 4e trimestres, tout de même. Alors voilà, donc Larry Kudlow, qui est le conseiller économique de Trump, qui a fait une intervention en disant, regardez, dans tous les États où la crise de Covid s'arrête, ou en tout cas est ralentie, on voit une économie qui rebondit très fortement. Il va lui rester que ça. C'est-à-dire que très concrètement, si on se remet il y a 6 mois, Trump avait au moins l'argument de dire le chômage n'a jamais été aussi bas historiquement, même s'il n'en est que partiellement responsable, au moins il avait ça. Là, il n'a plus ça. Donc qu'est-ce qu'il peut finalement retenir comme argument ? De dire, eh bien, vous allez voir, là, il y a eu un choc exogène qui s'appelle la crise de Covid. Bien sûr, on ne s'excuse pas, on ne présente jamais, on ne fera rien pour essayer de reconnaître ses erreurs. Mais par contre, Trump aujourd'hui se positionne sur cette logique de dire attention, l'économie va repartir. Dès que la crise de Covid sera terminée, dès que ce choc exogène sera fini, ça repartira. Et regardez, avant ce choc, moi, j'ai réussi à avoir les marchés financiers au plus haut et au chômage au plus bas. Faites-moi confiance, ça doit redémarrer derrière. Un argument important aussi, parce que les marchés regardent très attentivement le positionnement de Joe Biden et surtout ce démocrate qui pourrait arriver et déstabiliser la tendance, notamment à Wall Street. On s'inquiète d'une possible hausse d'impôts sur les sociétés. Et finalement, les marchés aussi n'achètent pas tellement la perspective d'une victoire de Biden. Non, c'est vrai que pour le compte, les marchés financiers ont été très favorables sous l'ère Trump. Maintenant, il y a aussi une réalité, c'est que l'économie américaine est une économie qui est au ralenti. Toutes les failles de l'économie américaine qui étaient finalement préexistantes à la crise de Covid ressortent. Le surendettement des entreprises, un système de santé qui ne fonctionne toujours pas, des inégalités qui sont à un niveau record. Il y a un certain nombre de facteurs qui préexistaient, qui sont toujours là. Et donc, il y aura une partie des électeurs, vous avez un certain nombre de grands patrons, y compris dans les fameux GAFA et dans la Silicon Valley, qui sont plutôt pro-démocrates en disant il faut qu'aujourd'hui l'Amérique réinvestisse dans l'éducation, dans la santé et dans les infrastructures. Des promesses qui avaient été faites par Trump, qui celles-là pour le compte n'ont pas du tout été tenues. Et donc aujourd'hui, il y a une attente par rapport à ça. On voit aussi l'importance du ticket. On ne connaît pas encore le nom la personne, la personne qui serait vice-présidente. On sait déjà que c'est une femme, puisque exactement. Là, il a pris l'engagement. Et puis, il y a vraiment, de toute façon, de très, très, très bonnes candidates. On ne sait pas encore. Ça devrait être annoncé le week-end prochain. Il y a une favorite, qui est Kamala Harris, mais elle n'est que favorite, il y a au moins 15 noms qui circulent. Donc là aussi, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais Kamala Harris, 56 ans, procureure de Californie, un État qui de toute façon votera démocrate, mais qui a une image de quelqu'un de très sérieux, de très rigoureux, finalement un positionnement assez centriste. Et on voit l'importance du ticket justement pour finalement rassurer les électeurs.
et de dire peut-être assez centriste, qui avait pu être tenté par Trump en 2016, revenez vers nous parce Revenir que dans le voilà, on va être raisonnable. Bien sûr qu'il faut investir, bien sûr que on a vu quand même le mouvement Black Lives Matter est très important aux États-Unis. On a vu avec le meurtre de George Floyd, il y a des tensions raciales qui sont là. Et c'est vrai que c'est quand même aussi un avantage de Biden parce que Joe Biden est quelqu'un qui est très apprécié de la communauté afro-américaine. Il doit encore séduire l'électorat latino, mais voilà, il a un certain nombre de qualités qui peuvent lui permettre de l'emporter. Il est à l'heure actuelle pas représentatif de la loi et l'ordre, et là aussi où il y a un réel débat dessus. Je voudrais qu'on termine avec, évidemment, il faut, pour relancer une campagne par ailleurs, un ennemi commun. Il a été choisi, il a été assez logique. La Chine, encore, et ça ne change pas dans la rhétorique et même dans les tensions diplomatiques. Il faut torpiller la Chine. Pourquoi ? Pour parler à sa base, une base qui est encore réceptive à ce genre d'arguments ? Plus vous faites peur, et vous pouvez faire peur sur vos opposants politiques ou sur l'État qui est désigné comme un ennemi, qui est en l'occurrence effectivement la Chine, plus vous avez une chance de capitaliser, de remobiliser votre électorat. Or, la seule chance aujourd'hui pour Trump de remonter ce retard qu'il a dans les sondages, c'est d'arriver à mobiliser un électorat. Bien sûr, sa base votera toujours pour lui, mais en revanche, cet électorat modéré, centriste, mouvant, plutôt pro-business, qui se dit, bon, il faut quand même faire attention, ne soyons pas naïfs, ne soyons pas dupes, bien que les accomplissements de Trump avec la Chine ne soient pas vraiment très très importants. En tout cas, il a cette image de je défends la patrie, je défends la nation. Aujourd'hui, nous avons un ennemi, et d'ailleurs, il continue. Il le dit, c'est pas seulement la fermeture d'un consulat ou sur les problèmes de télécom, c'est aussi le virus chinois. Il continue d'appeler le Covid, le coronavirus, il parle ça le virus chinois. La Chine, la plus grande menace pour les États-Unis. Donc, on va rester dans cette rhétorique et dans cette bataille diplomatique et véritablement idéologique à côté du terrain économique, bien évidemment, sur le marché intérieur. Merci Alexis Karklins-Marché. Je rappelle que vous êtes associé du cabinet de conseil Aid Advisory. Merci d'avoir été dans l'Heure H.